Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. Un gouvernement remanié dans son architecture pour une meilleure efficacité, une plus grande modernité. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu à Rabat le chef du gouvernement et les membres de l'exécutif dans sa nouvelle mouture après restructuration de l'architecture gouvernementale. Sa Majesté le Roi a également présidé un conseil des ministres consacré à la présentation des orientations générales du projet de loi de finances au titre de l'année 2020. Également à l'ordre du jour de ce conseil, l'adoption de plusieurs conventions internationales. En Tunisie, la justice a ordonné la libération du candidat à l'élection présidentielle Nabil Karoui en détention préventive depuis 6 semaines. Il a été remis en liberté à 4 jours du second tour et 3 jours après le succès relatif de son parti, Qalb Tounes, aux législatives. Le concert des religions à l'unisson connaît un grand succès. Depuis 2016, l'Orchestre Philharmonique du Maroc a entamé hier soir à l'église Notre-Dame de Lourdes de Casablanca la 4e édition de cet événement avec au programme l'Ave Maria de Schubert. Madame, Monsieur, bonsoir. Une équipe gouvernementale resserrée, 23 ministres, c'est inédit dans l'histoire contemporaine du pays. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu aujourd'hui à Rabat les membres de l'exécutif dans sa nouvelle mouture. Un gouvernement remanié dans son architecture pour une meilleure efficacité et une plus grande modernité. Un gouvernement résolument politique, mais un gouvernement ouvert, notamment sur la société civile. Si nouveaux profils sont venus renforcer les compétences de l'équipe de Saïd El Athmani. C'est un reportage de Hind Abdelhafid Lemnouar et Khalid Nechti. Une nouvelle architecture gouvernementale pour une plus grande efficacité. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu aujourd'hui à la salle du trône au palais royal de Rabat le chef du gouvernement et les membres du gouvernement dans sa nouvelle mouture après restructuration de l'architecture gouvernementale. Il s'agit de Saïd El Athmani, chef du gouvernement, Mustafa Ramid, ministre d'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement, Abdelwafi Leftit, ministre de l'Intérieur, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mohamed Ben Abdelkader, ministre de la Justice, Ahmed Taoufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, Mohamed Hajoui, secrétaire général du gouvernement, Mohamed Ben Chaboun, ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, Aziz Akhnouch, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l'eau et des forêts. Saïd Hamzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Khalid Aïd Taleb, ministre de la Santé. Moulay Hafid Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Abdelkader Amara, ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau. Nezha Bouchareb, ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville. Nadia Ftah Alaoui, ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale. Aziz Rabbah, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement. Mohamed Amkraz, ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle. Hassan Abiyaba, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement. Jamil Al-Moussalli, ministre de la Solidarité, du Développement social, de l'Égalité et de la Famille. Cette nouvelle structure s'appuie sur les orientations données par Sa Majesté le Roi dans son dernier discours qui était la réduction du nombre de portefeuilles qui sont en effet passés de 39 à 23. C'est une réduction importante. De nouvelles compétences ont également fait leur entrée dans le gouvernement, dont un certain nombre de femmes et de jeunes. Sa Majesté le Roi a également reçu Abdellatif Loudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, Nourdine Boutayeb, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur.
Mohsin Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nezha El Wafi, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, chargé des Marocains résidant à l'étranger. Driss Wawisha, ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par la suite, les nouveaux ministres ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Cette audience s'est déroulée en présence du chambellan du souverain Sidi Mohamed El Alaoui. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a posé pour une photo souvenir avec les membres du gouvernement. 6 nouveaux profils pour renforcer les compétences et l'efficacité. Il s'agit, avec cette restructuration de l'architecture du gouvernement, d'imprimer un nouveau rythme à l'action gouvernementale. Pour cela, de nouveaux visages ont fait leur entrée dans l'équipe de Saïd El Athmani. 6 profils, 6 compétences, aux côtés de profils plus expérimentés qui vont tenter d'apporter de l'innovation et de la créativité dans les départements qui leur ont été confiés. Amina Benhalq. Efficacité, synergie et cohérence, ce sont des maîtres mots de cette restructuration gouvernementale. Ce sont aussi les critères qui ont primé lors de la désignation de ces 6 nouveaux visages au sein de l'exécutif, à l'image de Driss Wawisha, désormais ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un secteur qu'il connaît très bien car il préside depuis 2008 l'université Al-Akhawaïn. La nouvelle ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Nezha Bouchareb, est une grande figure du mouvement populaire. Elle est connue pour son militantisme en faveur de la représentativité des femmes au sein des instances politiques. Autre nouvelle compétence, Nadia Ftah Alaoui du RNI, ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, après une brillante carrière dans le milieu des finances. Hassan Abiaba, militant de la première heure et membre de l'Union constitutionnelle, est nommé au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Il est également le nouveau porte-parole de l'exécutif. Celui qui a occupé le poste de directeur du centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès pendant 15 ans, Khalid Aitaleb, est le nouveau ministre de la Santé. Et enfin, Mohamed Amkraz sera à la tête du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, un jeune avocat de 33 ans qui est depuis février 2018 secrétaire national du mouvement de la jeunesse du PJD. 2 mois et demi après le discours du trône dans lequel le souverain avait appelé à définir un nouveau cap pour une action gouvernementale plus efficace et plus cohérente, voilà donc une nouvelle architecture gouvernementale de grands départements organisés en pôles, l'objectif étant également de hiérarchiser les priorités avec une obligation de résultat. Les développements avec Mehdi Soufiane. Un gouvernement resserré pour plus d'efficacité. Après sa restructuration, l'architecture gouvernementale comporte désormais 23 ministres. Des départements ont été regroupés au sein d'un même ministère pour une meilleure cohérence de l'action gouvernementale et pour une recherche plus efficiente de résultats. Ainsi, le ministère de l'économie et des finances devra également mener à bien la réforme de l'administration. Les droits de l'homme et les relations avec le Parlement sont également regroupés au sein d'un même ministère. Quant au ministère des Affaires étrangères, il voit son champ d'action s'étendre à la coopération africaine et aux Marocains résidant à l'étranger, et cela à travers 2 ministères délégués. Dans la nouvelle architecture gouvernementale, la culture et la jeunesse et les sports sont regroupés dans un seul ministère. Ce resserrement de l'exécutif vise à insuffler un nouveau rythme pour mener les chantiers prioritaires et à consolider une logique de mérite à travers l'ouverture sur les compétences. Et pour analyser cette restructuration avec moi sur le plateau, Mustafa Srimi, Monsieur Srimi, bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, comment est-ce qu'on peut analyser cette restructuration ? Il faut préciser tout de suite, ce n'est pas un nouveau gouvernement. Il y a un nouveau gouvernement quand il y a un nouveau chef de gouvernement. Ça n'est pas le cas. C'est un gouvernement qui a déjà été remanié en janvier 2018, vous vous en souvenez. C'est le 2e réaménagement, il est significatif. Il porte sur le départ de certains ministres, l'entrée de nouvelles compétences. C'est un gouvernement effectivement qui est recadré. On est passé de 38 à 23. C'est plus d'un tiers. C'est inédit dans notre histoire institutionnelle. Tout à fait, donc il faut le relever. Et on se rapproche du format, j'allais dire, moderne des exécutifs.
Aujourd'hui, les exécutifs dans le monde, dans les grandes démocraties, c'est 15, 20, 25, etc. Donc il y a là un avantage d'alignement par rapport aux standards internationaux pour ce qui est des démocraties. Alors, c'est un gouvernement politique, mais c'est aussi un gouvernement d'ouverture. Oui, on a reconduit les poids lourds, si je puis dire, du gouvernement qui sont connus dans un certain nombre de secteurs, économie, finance, commerce, industrie, etc. C'est connu. Et puis, il y a eu une ouverture qui s'est faite. C'est faite sur la base de deux préoccupations. L'une d'ouverture et une préoccupation complémentaire d'ouverture vers des compétences qui viennent soit du monde économique, soit du monde universitaire, etc. Donc je crois qu'il y a là quelque chose d'intéressant, c'est ce mix entre ceux qui ont un parcours politique et une expérience et d'autres qui viennent d'horizons divers qui vont apporter, j'allais dire, de la fraîcheur, de l'innovation et peut-être pour stimuler davantage les méthodes de travail de ce gouvernement. Alors on retiendra le mot efficacité, on retiendra également le mot redynamiser s'agissant de l'action gouvernementale, sachant que cette restructuration tente à responsabiliser le chef du gouvernement et son équipe. C'est bien cela, M. Sehimi ? Responsabilisation effectivement du chef du gouvernement et de son équipe sur la base d'une formule réduite, on l'a déjà dit, mettant fin à l'éclatement d'un certain nombre de secteurs dans la précédente formule, puisqu'il y avait des départements qui étaient partagés, etc. Ça implique comme conséquence la responsabilisation des ministres maintenant, c'est-à-dire chacun couvre un secteur et donc ça donne de la visibilité et de la lisibilité au travail qui sera fait et en même temps la responsabilité conduit à l'évaluation et donc partant à la reddition des comptes. Maintenant chacun sait ce qu'il a à faire et il est comptable devant l'opinion publique et devant les institutions compétentes de ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Alors quelles sont les priorités du programme de ce gouvernement ? C'est un gouvernement qui a, hélas, des contraintes qui pèsent sur lui. D'abord, l'environnement économique international n'est pas très optimiste, pas encourageant, vous le savez, et nous sommes dépendants de cet environnement international. Il a des contraintes, notamment pour ce qui est de la loi de finances 2020. Il vient d'être nommé. Dans 8 jours, le projet de loi de finances 2020 sera présenté au Parlement, publiquement le vendredi 18. Et donc, on va avoir une situation intéressante parce que voilà des ministres en charge de secteurs qui vont se retrouver en train de défendre une loi de finances à laquelle ils n'ont pas participé. Et ça implique un schéma de continuité pour 2020. Le risque, c'est cela, c'est que nous sommes sur des politiques gouvernementales qui ont donné des résultats discutables, c'est un autre débat, mais 2020, est-ce qu'il y a possibilité d'un changement du fait de cette contrainte de loi de finances 2020 ? Autre contrainte, il va y avoir le chantier du modèle de développement, la commission annoncée par le souverain depuis 2 ans, qui va être installée prochainement. Et donc, il y aura une politique gouvernementale avec des politiques publiques sectorielles. Et en même temps, il y aura l'ombre, si je puis dire, qui va peser sur l'action de ce gouvernement du fait des axes nouveaux qui vont être définis par le modèle de développement. J'ajoute, et c'est la dernière observation peut-être, c'est que, effectivement, vous l'avez dit au départ, c'est un gouvernement qui soumet une obligation de résultat. J'allais dire, n'a pas le droit d'échouer. Jusqu'à maintenant, le mi-mandat de ce cabinet est discutable, j'y reviens pas. Maintenant, il y a des orientations royales qui ont été données dans le discours du trône et qui ont été réitérées à différentes reprises. Il y a eu un reprofilage des postes de ce gouvernement, une restructuration. Il y a une obligation de résultat. Pourquoi ? Parce que les attentes sont très fortes, les revendications aussi, et il faut donc un programme d'action avec des priorités. C'est quoi les priorités ? La relance de la croissance, la restauration de la confiance et le social. Un point marquant peut-être pour terminer, c'est peut-être dans cette nouvelle mouture, c'est la disparition, si je puis dire, des secrétariats d'État. Oui. C'était une machine lourde parce qu'on a fait du dosage. Or, dans un exécutif moderne aujourd'hui, on ne peut pas faire du dosage en rétribuant des secrétariats d'État qui n'avaient pas une grande efficacité, tout le monde le sait, aux uns et aux autres, pour faire plaisir à des clientèles qui sont dans les partis politiques. Donc ça, c'est important. Deuxième élément sur lequel je voudrais revenir, c'est la place réservée à la représentation féminine.
C'est la première fois que les femmes, les femmes ne sont pas secrétaires d'État confinées à des secteurs secondaires et marginaux. Elles ont des ministères pleins. Je pense à l'habitat, je pense au tourisme, etc. Et c'est là, les Marocains, et c'est enfin une normalisation qui se fait pour ce qui est de la place du statut des femmes dans la vie publique. Monsieur Srimi, merci pour cet éclairage. Et justement, vous en parliez, 4 femmes font partie de ce gouvernement restructuré. 4 femmes ministres qui héritent de départements stratégiques, le tourisme et l'artisanat, la femme et la famille, les Marocains du monde ou encore l'habitat et l'urbanisme, loin des considérations de quotas ou de la simple représentativité. Ces 4 femmes ministres prennent les commandes de départements importants. 2 d'entre elles font leur entrée au gouvernement. Il s'agit de Nadia Ftah Alaoui et Nouzha Bouchareb. Développement avec Salima Benabou. C'est la première femme à diriger ce gros portefeuille ministériel qu'est le tourisme, l'artisanat, le transport aérien et l'économie sociale. Il y a quelques minutes à peine, seules quelques personnes connaissaient son visage bien connu du monde des affaires. Le fauteuil de ministre, toujours occupé par des technocrates et des hauts fonctionnaires de l'État, accueille Nadia Ftah Alaoui. Avec ses prédécesseurs, elle n'a en commun que le parcours académique et économique. Diplômée de HEC Paris en 97, la jeune Marocaine, à l'époque, fait ses premiers pas dans l'audit, le conseil et la finance d'entreprise. 3 ans plus tard, elle démarre une nouvelle aventure et s'attelle à la création d'un fonds au Maghreb en Tunisie. Nadia Ftah Alaoui rejoint une grande compagnie d'assurance marocaine et accompagnera son expansion sur le continent africain avant d'en devenir la directrice générale en 2017. Une autre personnalité féminine émerge au sein des membres du gouvernement. Il s'agit de Nouzha Bouchareb, ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat, de la politique de la ville. Autre poste important. Cette Tangéroise diplômée de l'école Mohammedia des ingénieurs, spécialiste de l'environnement et du développement territorial et lauréate de l'ISKE, dispose déjà d'une expérience significative en politique. Membre du Conseil national du mouvement populaire il y a quelques semaines, Nouzha Bouchareb a été élue à l'unanimité présidente de l'organisation de la femme Haraki. Une nomination qu'elle doit à ses actions constantes, notamment dans le milieu associatif. Très engagée en faveur des femmes, en février dernier, elle est également réélue à la tête d'une ONG internationale œuvrant pour la promotion des compétences féminines dans des postes de décision. Des idéaux qui correspondent aux valeurs prônées par cette politicienne, à savoir une plus grande implication de la femme dans l'action politique au niveau national. Nadia Ftah Alaoui et Nouzha Bouchareb rejoignent ainsi Jamil Al-Mousli, ministre de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, et Nezha El Wafi, ministre délégué chargé des Marocains de l'étranger. Cette restructuration du gouvernement fait suite aux orientations du souverain. Dans ses derniers discours, Sa Majesté Mohamed VI avait confié au chef du gouvernement la mission de lui soumettre des propositions de renouvellement de différentes fonctions, notamment au sein de l'exécutif. Le souverain avait également souligné la nécessité d'injecter du sang neuf dans les postes de responsabilité et avait insisté sur la mobilisation des compétences qualifiées. Amina Bnkhalq. C'est un discours qui aura marqué les esprits. À l'occasion du 20e anniversaire de son accession au trône, Sa Majesté le roi Mohamed VI annonce le lancement d'un nouveau modèle de développement qui sera confié à une commission d'experts nationaux de divers secteurs. Une étape cruciale pour l'avenir du pays qui nécessitera, selon le souverain, l'émergence de nouvelles compétences. Nous souhaitons mettre à contribution des profils dotés d'une nouvelle mentalité à même de hisser l'action à des niveaux supérieurs pour réunir les conditions de réussite de cette nouvelle étape pour accomplir in fine la mutation profonde que nous appelons de nos vœux. Pour accompagner le lancement d'une nouvelle génération de projets, du sang neuf doit être injecté dans tous les postes de responsabilité. C'est dans cette optique que Sa Majesté le roi Mohamed VI appelle Saad Eddine Othmani à lui soumettre des propositions de renouvellement de plusieurs fonctions au sein de l'administration et du gouvernement. À l'horizon de la rentrée prochaine, nous chargeons le chef du gouvernement de soumettre à notre appréciation des propositions visant à renouveler et enrichir les postes de responsabilité tant au sein du gouvernement que dans l'administration, en les pourvoyant de profils de haut niveau choisis selon les critères de compétences et de mérite. Ces critères seront également évoqués dans ce discours à l'occasion du 66e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Sa Majesté le roi Mohamed VI souligne alors la nécessité de mobiliser les compétences qualifiées.
Un mois plus tard, le 21 septembre 2019, le souverain reçoit au Palais Royal de Rabat le chef du gouvernement Saad Eddine Latmani pour s'informer de l'état d'avancement dans la mise en œuvre des orientations royales, celles portant sur le renouvellement des postes de responsabilité, notamment au sein de l'exécutif. Et après avoir reçu aujourd'hui le chef du gouvernement et les membres de l'équipe gouvernementale dans sa nouvelle mouture, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal de Rabat un conseil des ministres consacré à la présentation des orientations générales du projet de loi des finances au titre de l'année 2020. Reportage Hind Benabimbi et Khalid Mejdi. Les axes généraux du projet de loi de finances 2020, tel était le thème principal du Conseil des ministres présidé aujourd'hui à Rabat par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Au début des travaux du Conseil, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration a présenté devant Sa Majesté le roi un exposé sur les orientations générales de ce texte de loi. Un projet élaboré sur la base des orientations de Sa Majesté le roi contenues dans les discours royaux qui s'appuient sur 4 priorités majeures. La première est la mise en œuvre effective de la loi cadre relative à la réforme du système d'éducation et de formation en tant que base pour réduire les disparités, consacrer le principe de l'égalité des chances, renforcer le soutien social à la scolarisation et mettre en application la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle. Deuxièmement, la mise en place des mécanismes de protection sociale, le soutien de la classe moyenne et le renforcement du ciblage des catégories démunies à travers l'amélioration et la généralisation des services médicaux, l'élargissement de la couverture médicale, l'opérationnalisation de l'assurance maladie ainsi que la mise en œuvre des engagements du dialogue social. Le projet de loi de finances 2020 prévoit également l'accélération de la mise en œuvre de la régionalisation en tant que vecteur essentiel pour remédier aux disparités territoriales et réaliser l'équilibre escompté entre l'effort de développement général et les spécificités de chaque région. Quatrièmement, imprimer une nouvelle dynamique à l'investissement et au soutien de l'entreprise en mettant l'accent sur la mise en œuvre des recommandations des 3e assises nationales sur la fiscalité. Le projet de loi de finances 2020 prévoit également la poursuite de la liquidation de la dette relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la réduction des délais de paiement, en plus de la création d'un fonds de promotion et de soutien financier aux petites, très petites et moyennes entreprises. Également à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres présidé par le souverain, l'adoption de plusieurs conventions internationales dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui lient le Maroc à plusieurs pays et dans le respect des engagements régionaux du Royaume. Le Conseil des ministres a adopté 9 conventions internationales bilatérales et multilatérales, des conventions qui concernent en particulier la coopération économique en matière de non-double imposition et de facilitation de l'investissement, la coopération judiciaire dans le domaine pénal ainsi que la coopération en matière de défense. Quant aux conventions multilatérales, elles portent sur le protocole annexe à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement africain ainsi que la coopération douanière arabe. Voilà pour cette page consacrée à la restructuration de l'architecture du gouvernement. Direction à présent la Tunisie où la justice a ordonné la libération du candidat à l'élection présidentielle en détention préventive depuis 6 semaines. Nabil Karoui a été remis en liberté à 4 jours du second tour et 3 jours après le succès relatif de son parti Qalb Tounes aux législatives. Le point avec Mamadou Diaye. C'est une libération au goût de bouffée d'oxygène pour le candidat du second tour Nabil Karoui et pour ses partisans. À 4 jours de l'acte final de la présidentielle, la Cour de cassation rend son verdict. Elle annule le mandat de dépôt contre Nabil Karoui et ordonne sa libération. Par ailleurs, l'enquête concernant l'homme d'affaires pour blanchiment d'argent se poursuit. La nouvelle a presque ravi la vedette à la publication des résultats des législatives attendues ce même mercredi. Ce nouveau rebondissement va sans doute permettre de rebattre les cartes en vue de ce dernier face-à-face. Kais Saïd, arrivé en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle avec 18,4%, avait décidé de suspendre sa campagne pour le second tour. Une décision motivée par le souci d'égalité des chances avec son rival alors en détention. La course est donc lancée pour ce second tour qui réserve encore bien des surprises.
En Libye, les affrontements se poursuivent au sud de Tripoli, à l'extérieur du camp de Yarmouk. Les milices du gouvernement d'union nationale reconnues par la communauté internationale et dirigées par Faiz al-Sarraj ont encore été confrontées aux milices pro-Haftar. Lors de ces combats intenses entre les deux parties, les forces du GNA ont tenté de faire barrage aux milices du maréchal Haftar qui espèrent encore et toujours rejoindre la capitale. Le gouvernement d'union nationale a appelé la communauté internationale à agir afin de dépêcher une mission d'enquête sur place pour mettre fin aux attaques répétées contre les civils. Retour à l'actualité nationale, je vous propose à présent de découvrir cette initiative de la fondation Grand Atlas. C'est à Bojdour que l'ONG maroco-américaine a mis en place le nouveau projet qui devrait changer la vie de la population locale. Plusieurs points d'eau ont en effet été installés dans la région, des bassins qui vont permettre aux habitants de cette zone des provinces du Sud de ravitailler leur bétail, mais également d'irriguer leur culture. C'est un reportage de Youssef Wichou sur un récit de Mamadou Diaye. En plein désert à Bojdour, ce troupeau de chameaux devait parcourir de longues distances pour se désaltérer. Aujourd'hui, c'est différent. Des points d'eau comme celui-ci sont devenus accessibles. Ils soulagent des difficultés à ce berger d'une douzaine d'années de pratique. Dans cette zone, l'eau était très rare. Maintenant, nous avons ces installations qui nous permettent d'avoir l'eau en abondance et on en a assez pour nourrir notre bétail. Ces abreuvoirs connectés à un canal qui s'étend sur 500 mètres avec plusieurs bassins permettent la rétention d'eau. Des bassins qui sont utilisés également pour alimenter des citernes mobiles. Ce projet est rendu possible grâce à la fondation maroco-américaine Grand Atlas. Aujourd'hui, nous sommes devant l'un des projets les plus importants de la région. Il a permis de mettre en place ce bassin dont la réalisation a pris 7 mois avec un financement à hauteur de 500 000 dirhams. L'eau, source vitale, jaillit désormais dans cette partie du désert marocain. Elle facilite aujourd'hui la vie et le travail à plus de 400 éleveurs. La saison de la chasse bat son plein depuis le week-end dernier. 71 000 passionnés de ce sport ont repris le grand air. Mais cette pratique est bien entendu réglementée. Alors quelles sont les espèces qui peuvent être chassées et sous quelles conditions? Élément de réponse dans ce reportage de Fouad Aizouzi, Mohamed Hijoub, le récit est de Salim Ablab. Très tôt, ce passionné a investi les reliefs de la région. La saison de la chasse est ouverte et prometteuse. Abdelkrim chasse plusieurs espèces, mais attention, pas n'importe lesquelles. Il repère celles qui sont protégées avant de tirer. Je distingue les espèces autorisées à être chassées et celles qui ne le sont pas. C'est une fois en vol que j'arrive à bien les différencier. Si leur chasse est permise, je tire. Si elle ne l'est pas, je ne tire pas. Ce sont les lois de la chasse qu'il faut respecter. Comme tous les ans, une réglementation précise doit être respectée. Et des centaines d'agents sont mobilisés à travers tout le royaume pour s'assurer que les règles sont bien appliquées. Les espèces de gibier autorisées à être chassées sont le canard colvert, le lièvre et le sanglier. Pour le canard colvert, les quotas sont limités à 5 par jour. Pour le lièvre, 4 et pour le sanglier, 1. Le chardonneret élégant, les cigognes, les biches et les cerfs ne peuvent être chassés. C'est interdit par la loi et réglementé par un arrêt ministériel. Toute personne qui enfreint la loi peut être arrêtée et punie par la police de la chasse. Tout au long de la saison, d'autres espèces pourront être chassées, comme la tourterelle des bois ou l'alouette calandre. Chaque année, ils sont 71 000 chasseurs à partager ce plaisir d'être en pleine nature, autant que de chasser. Nous ouvrons la page culturelle avec l'Institut français du Maroc qui a tenu aujourd'hui sa traditionnelle conférence de presse de la rentrée pour présenter sa saison culturelle 2019-2020 sous le thème « Le goût du partage ». Avec une programmation riche et diversifiée, marquée par des inédits et des événements phares. À travers ce rendez-vous culturel, l'Institut français du Maroc souhaite se rapprocher de son public là où il se trouve en proposant des espaces d'échange et de découverte ainsi que plusieurs temps forts sur l'ensemble du royaume, notamment la musique, le théâtre, la danse et les expositions. Le
Le concert des religions à l'unisson connaît un grand succès depuis 2016. L'Orchestre Philharmonique du Maroc a entamé hier soir à l'église Notre-Dame de Lourdes de Casablanca la 4e édition de cet événement avec au programme l'Ave Maria de Schubert. Ce sont des images de Mohamed Badawi commentées par Samia Halsi. Quand les sopranos, Tatiana Prost et Elisa Haddad, joignent leur voix à celle du ténor Smahil Harrati, le temps s'arrête. Un moment de grâce offert par le concert des religions à l'unisson, accompagné par l'Orchestre Philharmonique du Maroc pour la 4e année consécutive. C'est pour l'Orchestre Philharmonique du Maroc une occasion pour montrer que la grande musique peut être une source de dialogue, de communication entre les cultures, entre les religions. Et tout ça à partir du Maroc. C'est une fierté pour nous ce soir de lancer ce cycle à partir de Casablanca. L'Ave Maria de Schubert, mêlant des textes en hébreu, en latin et en arabe, un chant sacré de dialogue, de paix et de tolérance entre les 3 religions monothéistes. Ce qui est très beau, c'est qu'on va unir autour de cette œuvre 3 religions, alors qu'initialement c'est un texte en allemand traduit de l'anglais. Mais voilà, là qui va être fait par moi en latin ce soir, et on greffera les 2 autres textes pour, voilà, autour d'un même élan sacré, qu'importe notre religion. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ce concert. C'est le 4e concert qu'organise l'Orchestre Philharmonique du Maroc sous le thème des religions à l'unisson. C'est une œuvre que j'ai interprétée lors de la visite de sa sainteté le pape François Ier et devant sa majesté le roi Mohamed VI. Cela représente, par la grâce de Dieu, la cohésion entre les religions au Maroc, terre de tolérance. La symphonie numéro 5 en do dièse mineur de Mahler, avec notamment la marche funèbre, a été interprétée pour la première fois au Maroc. Après Casablanca, c'est au tour de Rabat, Marrakech et Tanger d'apprécier le concert des religions à l'unisson, comme plus d'1,5 milliard de personnes à travers le monde, lors de la visite papale à Rabat le 30 mars dernier. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Une équipe gouvernementale resserrée, 23 ministres, c'est inédit dans l'histoire contemporaine du pays. Et Sa Majesté le Roi a reçu aujourd'hui à Rabat les membres de l'exécutif dans sa nouvelle mouture. Un gouvernement remanié dans son architecture pour une meilleure efficacité et une plus grande modernité. Un gouvernement résolument politique mais également ouvert notamment sur la société civile. 6 nouveaux profils sont venus renforcer les compétences de l'équipe de Saad El Othmani. Sa Majesté le Roi a également présidé un conseil des ministres consacré à la présentation des orientations générales du projet de loi de finances au titre de l'année 2020. Également à l'ordre du jour de ce conseil, l'adoption de plusieurs conventions internationales. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.